Alors, je suis particulièrement heureux d'être avec vous ce soir. D'une part parce que Dataquitaine a bien grandi et c'est bien sympa. Et d'autre part parce que la dernière fois que j'étais là, c'était pour expliquer comment on optimise le tri des bagages dans les aéroports. Et depuis, j'ai arrêté de prendre l'avion et je me suis mis en tête de sauver la planète. Voilà pour l'intro. Et notre vision chez Sustain, c'est que en fait le développement durable, qui est une discipline qui est née dans les années, qui s'est formalisée dans les années 80 autour des questions de revenus équitables notamment. Fondamentalement, c'est un problème d'information. C'est-à-dire que si on n'arrive pas aujourd'hui à adopter des comportements qui permettent de garantir la permanence de la vie sur Terre, c'est parce qu'on n'a pas les bonnes informations. Et la mission qu'on se donne, c'est de régler ce problème. Donc on essaye en particulier, puisqu'on parle de data, de construire des outils qui permettent de qualifier les données de développement durable. On est une toute jeune équipe qu'on a créée il y a moins d'1 an, et aujourd'hui on est 6 personnes, principalement des data scientists, même si je n'en suis pas. Et puis notre expertise, notre intérêt, c'est de construire des solutions pour la nature et pour le climat, qui sont à la fois des solutions pure data et des solutions qui font aussi appel à des modèles d'intelligence artificielle, puisqu'il faut en parler. Mais comme c'est un gros mot, on dit aussi que on fait pas que ça, et ce qui nous intéresse avant tout, c'est effectivement la nature. Donc aujourd'hui, on va vous présenter comment on évalue les risques de déforestation dans les filières d'approvisionnement pour les produits tropicaux. Donc tout d'un coup, on est beaucoup plus focus, notamment pour les filières café, cacao, palme, soja. Donc d'abord, regardez c'est quoi le problème. Ensuite, une méthodologie qui s'appuie sur des outils open source développés par la FAO, donc l'agence de l'ONU pour l'alimentation. Et puis, quelles solutions nous on développe pour aller plus loin que ces modèles qui s'appuient sur de l'open data et de l'open source. Donc déjà, pour introduire le problème, en fait, le café et le cacao, qui sont des produits de consommation courante, mais plus généralement ce qu'on mange, ce qu'on consomme, en fait, représente une part assez importante des émissions de CO2. Et qu'on sous-estime ou dont on méconnaît l'ampleur. Donc ça représente un peu plus du quart en fait des émissions de carbone qui sont liées à l'utilisation des sols. On a pour contrer ça en fait et pour contrer l'évolution des émissions carbone liées au commerce international et au fait qu'aujourd'hui en Europe les émissions carbone sont principalement importées. Il y a un ensemble de régulations qui sont mises en place pour limiter cela, et en particulier qui obligent tous les importateurs de café, de cacao, de soja, de palme et de bétail, et de bois également, et de caoutchouc, donc cette denrées tropicales, de garantir qu'elles n'ont pas causé de déforestation. Et donc ça impose à la fois d'identifier les chaînes d'approvisionnement jusqu'aux zones de production, ce qui évidemment est un challenge particulier, et une fois qu'on a identifié ces zones, on s'intéresse à l'évolution du couvert forestier à proximité des zones de production. Et le problème, c'est que on a une régulation qui entre en vigueur à la fin de l'année, et pour laquelle en fait il n'y a pas de méthodologie standard. Donc en fait le régulateur dit si vous n'êtes pas capable de garantir qu'il n'y a pas de déforestation, ça n'entre pas en Europe. Si vous faites pincer, vous payez 4% de votre chiffre d'affaires. En revanche, on ne vous dit pas comment vous devez faire. Donc plus précisément, qu'est-ce que c'est la régulation sur la déforestation? Donc elle impose à tous les opérateurs ou négociants, donc c'est en fait une régulation douanière, de s'assurer et de prouver l'origine de leurs produits et de prouver que sur ce terrain d'origine, il n'y a pas eu de déforestation. Donc c'est une régulation qui a été votée en 2023, qui devait entrer en vigueur fin 2025, et qui a été fin 2024 pardon, au début d'année, et qui a été reportée d'1 an, notamment à cause des lobbies agricoles. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est non seulement que par rapport à d'autres régulations sur le climat, etc., elle impose aux entreprises non seulement de faire des déclarations, mais de fournir des preuves
en fait de l'origine de produits et du fait de ne pas avoir de comportement nocif vis-à-vis de la planète. Elle impose quand même certains détails sur, en particulier, la qualité de la donnée, mais également d'autres aspects connexes sur la conformité aux régulations locales. Donc en particulier, ce qui est intéressant pour les denrées tropicales, c'est que les droits humains soient respectés, qu'on n'ait pas de travail des enfants, ce qui est un vrai problème, notamment dans les filières cacao, et également ce qu'on n'ait pas de travail forcé. Voilà, ce qui est aussi un problème dans ces filières. Et donc peut-être pour aller un cran plus loin, on peut, maintenant qu'on a vu un petit peu les textes, s'interroger plus concrètement sur les problèmes spécifiques que ça peut poser. Merci. Oui, donc en effet, c'est pas tout d'avoir une compréhension basique de ce que c'est que le UDR, la réglementation anti-déforestation. C'est aussi de se poser les questions, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Typiquement, quand on dit qu'on doit prouver l'origine des denrées produites, qu'est-ce qu'on doit prouver exactement? Est-ce qu'on doit remonter jusqu'à la parcelle ou jusqu'à un simple agrégateur? Qu'est-ce qui se passe par exemple quand il y a plusieurs commodités mélangées dans mon produit? Et d'autres questions comme qui est concerné? C'est quoi exactement un opérateur ou un trader qui fait rentrer la marchandise? Et notamment aussi ce qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui, c'est quoi exactement la déforestation? Qu'est-ce qui compte déjà comme étant une forêt? Il y a une définition précise qui est définie dans le UDR. Qu'est-ce qui compte comme de la déforestation? Est-ce que c'est vraiment des coupes rases ou de la simple dégradation de la forêt? Quelles sont les règles quand la terre était déjà utilisée avant la date butoir définie par le UDR? Quelle est cette date butoir? C'est elle qui va déterminer en fait quels sont les terrains sur lesquels il est légal de produire des denrées qui pourront rentrer sur l'UE, et après elle, qu'est-ce qui ne sera plus légal sur le marché européen? Et bien d'autres questions comme ça, en fait, qu'il faut connaître, où il faut vraiment connaître les détails techniques pour savoir exactement qu'est-ce qu'on doit faire en tant qu'opérateur ou trader pour faire rentrer les marchandises qui respectent la réglementation. Et même une fois qu'on sait exactement qu'est-ce qu'on doit faire, il reste de répondre à la question de comment est-ce qu'on le fait. Pour apporter un début de réponse à ça, je vais donc vous présenter, comme Clément l'a dit, une méthodologie open source, et qui est open source et qui se base sur des données qui sont en accès libre. Cette méthodologie, elle s'appelle WISP. Elle est développée par des gens qui sont membres de la FAO, et elle permet donc de calculer, d'évaluer le risque déforestation au sens de la réglementation EUDR pour une parcelle donnée à partir de laquelle on a produit les denrées qu'on veut introduire sur le marché européen. Donc, intéressons-nous à comment exactement est-ce qu'on peut faire ça, et en particulier de quelles données on va se servir pour réaliser cela. On va utiliser en particulier des systèmes d'information géographique qui nous donnent donc, qui nous renseignent sur une certaine dimension en fonction de sa position géographique. Ce c'est rien de moins en fait que des cartes numérisées. Et comme sur une carte on peut regarder l'altitude ou la présence d'une route là où on se trouve, là nous on va s'intéresser à d'autres caractéristiques qui sont d'intérêt pour évaluer la déforestation sur une parcelle. Donc tout d'abord, en commençant tout en bas, il nous faut les coordonnées de la parcelle, bien sûr. Il va nous falloir connaître la couverture forestière avant la date butoir de l'UDR, afin de savoir si déjà il y avait des forêts présentes sur cette parcelle. Il va nous falloir connaître également justement est-ce qu'il y a eu des perturbations forestières sur cette parcelle, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu des coupes, mais également peut-être des feux ou des maladies qui ont détruit la forêt, avant et après la date butoir. On va aussi s'intéresser à l'historique de l'utilisation de la terre sur la parcelle en question, c'est-à-dire on voudrait savoir par exemple si des denrées étaient déjà cultivées avant l'entrée en vigueur avant la date butoir fixée par l'UDR ou pas. Et enfin d'autres jeux de données annexes sur des problématiques plus respect des réglementations du pays de production ou ESG, telles que par exemple connaître les zones protégées, savoir si notre parcelle est sur une zone protégée ou bien sur un terrain qui par exemple appartient à des populations indigènes dont il faut respecter la gouvernance.
Donc voilà un peu tout. Attendez, je vais faire un retour en avant. Voilà donc un peu les types de données dont on peut se servir pour évaluer le risque de déforestation. Mais le fait est que pour chacune de ces catégories que je vous ai présentées, en fait, il existe toutes sortes de jeux de données à disposition en libre accès. Par exemple, pour la couverture forestière, nous allons avoir plusieurs datasets qui chacun va utiliser sa méthodologie et va s'intéresser à une facette de la donnée en particulier. Par exemple, certains datasets vont se spécialiser sur les forêts tropicales, d'autres vont prendre en compte toutes les forêts. Pour la déforestation, certains vont se focaliser sur les feux, alors que d'autres vont prendre en compte tous les types de perturbations forestières. Et pareil pour l'usage historique des terrains et des denrées qui sont cultivées dessus. On va avoir des datasets qui sont spécialisés sur la culture du cacao, du café, de l'huile de palme, etc. Donc la question, c'est lequel on choisit et aussi comment on s'en sert pour donc effectivement calculer un risque de déforestation. C'est donc là que WISP rentre en jeu, et donc là je vais vous expliquer en particulier la méthodologie qui a été développée pour faire ce calcul de risque. Typiquement, l'idée de base, c'est la convergence de preuves, c'est-à-dire qu'on part du principe que aucun dataset ne contient la vérité absolue, chacun a ses avantages et ses inconvénients, chacun a sa part de vérité si vous préférez. Et donc plutôt que d'en choisir un et de se biaiser naturellement à cause de ce choix, on va plutôt partir de plusieurs datasets, en tout cas pour chacun des critères que nous allons utiliser dans notre algorithme de décision, afin donc d'avoir une source de données plus homogène et moins biaisée. Une fois qu'on a donc, vous voyez que pour la couverture forestière, la présence de denrées cultivées et des perturbations forestières, on va donc partir de plusieurs datasets. On va regarder ce qu'ils nous disent sur notre parcelle d'intérêt sur laquelle nous voulons évaluer le risque. Ces données vont être donc agrégées afin d'avoir des critères binaires qui vont pouvoir alimenter notre algorithme de décision. Cet algorithme de décision, dans les grandes lignes, il va nous dire que typiquement si notre terrain en question avait une certaine couverture forestière avant la date butoir de l'EUDR, n'a pas en tout cas d'indication que la parcelle était utilisée pour de la culture avant la date butoir, donc parce qu'il y a eu des perturbations forestières avant ou qu'il y a des denrées qui sont avérées qu'elles ont été produites sur ce terrain avant la date butoir, là on va dire attention, s'il y a une ferme là, déjà c'est peut-être pas en risque bas. Et donc ensuite, on va simplement regarder si en plus on a observé des perturbations forestières après la date butoir de l'EUDR. Et donc là, s'il y a eu des perturbations forestières qui ont permis de créer ou d'agrandir le terrain pour la culture après la date butoir de l'EUDR, là il y a un risque élevé au sens de la légalité de la marchandise pour la placer sur le marché. En revanche, si on n'a pas observé de perturbations forestières après la date butoir, le WISP en tout cas considère que c'est potentiellement possible que la marchandise soit légale, mais qu'il faut plus d'informations. Parce qu'il y a quand même une ferme qui est en très, très grande proximité avec une couverture forestière, et donc il faut savoir si cette parcelle a vraiment été créée dans le respect du cadre de l'EUDR. Donc voilà, ça c'est la méthodologie WISP en fait qui permet donc une certaine évaluation du risque de déforestation sur une parcelle donnée. Et donc effectivement c'est une méthodologie qui peut-être pourrait être standard. Mais en pratique c'est plus compliqué que ça, notamment parce que un peu tous les aspects au final de cette méthodologie peuvent être discutés, que ce soit des datasets qui sont utilisés à la source, ou bien de la façon de les agréger, ou encore tout simplement l'algorithme des décisions. Chaque opérateur, notamment selon les problèmes spécifiques à sa filière, selon ses besoins propres ou son expérience terrain, va sans doute vouloir adapter la recette pour la faire à sa sauce et donc sans doute prendre certains datasets qui ne sont pas inclus dans WISP, en enlever certains qu'il ne juge pas pertinents, utiliser d'autres méthodologies pour les combiner et aussi peut-être avoir une évaluation finale du risque qui est plus détaillée ou plus spécifique que celle qui est proposée par WISP, qui est relativement assez prudente dans son évaluation finale. Donc voilà, pour résumer en fait, WISP c'est déjà un très grand pas en avant. C'est une première avancée qui nous permet donc d'avoir
un framework d'estimation du risque de déforestation sur les parcelles qui est complètement open source et qui s'appuie sur des données qui sont en libre accès. C'est également donc une véritable brique logicielle développée. Il y a un package Python qui a été créé, notamment en partenariat avec Sustain, où nous avons aidé les développeurs de Wisp donc à créer le package. Il dispose également de notebooks qui permettent aux utilisateurs de facilement prendre en main les outils générés par Wisp, et même donc une appli EarthMap où on peut fournir des polygones au format GeoJSON et visualiser ce que les différentes couches de données ont à nous dire sur cet endroit en particulier, et même visualiser de façon exploratoire la façon dont l'algorithme calcule le risque sur ces parcelles. De plus, le WISP, c'est quelque chose qui est développé donc par la FAO, ce qui lui donne une certaine crédibilité en termes scientifiques, et notamment dans le cadre du Forest Data Partnership, qui est donc une initiative qui a vocation à mettre à disposition de tous des outils permettant donc d'aider à protéger les forêts. En revanche, ce que WISP n'est pas, c'est par exemple, ce n'est pas une solution qui répond à tous les besoins de tout le monde. Comme je l'ai dit précédemment, chaque opérateur va sans doute vouloir ajuster la recette pour qu'elle colle vraiment à ses besoins. Ce n'est pas non plus donc un software qu'on peut utiliser directement sans rien faire d'autre. Ce que fait WISP, c'est qu'il prend en entrée des coordonnées de parcelles, typiquement au format GeoJSON, et nous retourne des statistiques sur ces parcelles et un résultat de risque. Mais ces données-là doivent encore être intégrées a priori dans des systèmes de management, et cela reste à la charge de l'utilisateur. Et surtout, WISP, ce n'est surtout pas une plateforme complète de gestion du risque. La partie évaluation du risque sur une parcelle, ce n'est qu'un maillon de toute la chaîne de gestion du risque déforestation. Je vais donc maintenant vous parler de ce que nous faisons nous un peu de notre côté, afin d'aller au-delà de cet exercice d'évaluation du risque de déforestation, afin de prendre en compte d'autres aspects justement de la chaîne et de la tâche lourde qui est le traitement donc, du risque de déforestation. Comme on peut voir, en plus de WISP, donc, qui donne déjà un algorithme d'évaluation du risque qui s'appuie sur la convergence d'évidence, la compliance, la conformité de l'UIDR, c'est aussi d'autres choses. C'est prendre en compte le risque lié aux géométries des parcelles qu'on donne, dont la qualité de la donnée est souvent problématique, mais également l'intégrité de toutes les autres données. Il y a notamment la question de la traçabilité. Ce n'est pas tout de dire que notre cacao, notre café a poussé sur tas de parcelles. Il faut aussi pouvoir le prouver et donc remonter toute la chaîne d'approvisionnement dans des pays où souvent il y a beaucoup d'acteurs intermédiaires et où la documentation est compliquée à obtenir. Et aussi de répondre à toutes les questions de type légalité de la production du produit par rapport aux réglementations du pays d'origine. Et enfin, il y a toutes les problématiques de gestion du risque, notamment la remédiation, comme savoir quelles sont les bonnes actions à prendre pour remédier à un risque avéré de déforestation, et aussi de pouvoir monitorer, de pouvoir suivre cette remédiation dans le temps. On va se pencher en particulier de notre côté sur l'analyse du risque sur les géométries. C'est quelque chose qu'on a observé dans des jeux de données test, c'est que souvent les données issues de nos clients ne sont pas parfaites, notamment les données des parcelles. Il y a beaucoup de difficultés à obtenir ces données. Souvent, elles doivent être récupérées manuellement sur le terrain. Parfois, il y a des registres cadastraux qui existent, mais ce n'est pas souvent le cas. Et donc, comme vous pouvez voir en haut, dessiné en bleu, notre petite galerie des horreurs, où nous avons des polygones qui ne sont pas fermés, qui ont des outliers, où les points ne sont pas bien ordonnés et nous donnent des géométries pas très réelles pour des champs de culture, des polygones anormalement petits ou avec des formes très bizarres, et surtout aussi le gros problème de l'overlap des polygones dû à l'imprécision des données, où souvent quand les champs sont proches, eh bien, les coordonnées relevées ne sont pas bien séparées et donc nous donnent des champs qui se recouvrent les uns les autres. En plus de cela, nous avons la petite problématique qui est que, afin à la base de simplifier le reporting, le UDR autorise des points avec autorise en fait de ne retourner que les coordonnées d'un centroïde du champ pour les champs qui sont plus petits que 4 hectares.
Même si cela semble pouvoir simplifier le processus, on s'est rendu compte, notamment en étudiant sur un certain nombre de points, que cela introduit à des biais, vu que vous ne relevez les informations que sur un seul point. Donc c'est un peu du qui tout double, si vous voulez. Et donc le fait est qu'au final, faire des analyses sur des points plutôt que sur des polygones entiers va souvent mener à un biais qui est extrêmement conservateur, et donc va générer des faux positifs, des fausses alertes. Au final, on se rend compte que utiliser une zone buffer autour du centroïde permet de réduire ce biais et donc être un peu plus représentatif aussi de la région autour de ce point. Mais bien sûr, ce n'est quand même qu'une approximation qui ne remplace pas de fournir un véritable polygone qui représente vraiment la parcelle étudiée. Enfin, donc, nous pensons qu'en plus d'avoir une évaluation du risque à la fin, c'est important aussi de pouvoir la comprendre et de pouvoir la visualiser. Et c'est pour ça que nous employons chez Sustain à développer du reporting visuel et intuitif qui permet vraiment de se rendre compte à quoi servent les différentes couches de données et comment elles nous permettent d'évaluer le risque de déforestation selon les différents critères. Au-delà de ça, on pense que c'est important aussi de ne pas regarder que la parcelle que nous fournit le client, mais également de regarder autour, parce que des fois, comme vous pouvez voir sur le pixel rouge en bas, la déforestation se passe autour des parcelles déclarées en tout cas, et on peut donc en apprendre beaucoup sur ce qui est véritablement en train de se passer. Enfin, un des derniers problèmes auxquels nous nous attaquons, c'est justement le problème de la donnée manquante, quand il n'y a pas du tout de données pour certains aspects intéressants. Par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'existe pas de dataset qui nous permettent de recenser les parcelles où on cultive le café. Pour d'autres commodités, cela a été développé, en général à partir de modèles de machine learning entraînés sur un certain échantillon de parcelles avérées. C'est notamment le cas pour le cacao et l'huile de palme, mais ce genre de dataset n'existe pas encore pour le café. C'est un problème à la fois dans les deux sens, parce que ce genre de dataset pourrait aider justement les producteurs de café à prouver qu'ils cultivaient déjà le terrain avant la date butoir de l'EUDR, et donc à ne pas leur bloquer l'accès sur le marché de l'Europe de façon injuste. Et dans l'autre sens, ça permet aussi de contrôler l'existence de parcelles de café non déclarées et dont la légalité n'est pas avérée au sens de l'UDR et qui pourrait donc être utilisée pour faire du blanchissement de la marchandise, dans le sens où on pourrait prétendre que toute la marchandise vient d'une parcelle certifiée UDR, mais où en fait la marchandise provient de parcelles voisines qui ne sont pas déclarées. C'est pour ça donc que ces données manquantes sont importantes et que nous sommes attachés à essayer de les obtenir. Et donc par exemple avec des approches de type machine learning qui permettent donc de créer avec une méthodologie avérée les résultats, les données qui n'existent pas et dont nous avons vraiment besoin. Tu veux finir, Clément ? Donc pour le futur, effectivement, on est en train de construire un dataset et d'évaluer la faisabilité d'entraîner des modèles de deep learning pour détecter les parcelles de café, avec des challenges spécifiques liés à la fois à la culture elle-même et puis à la difficulté de distinguer les arbres sur lesquels on récolte les cerises de café et puis d'autres arbres non producteurs, non agricoles. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut ouvrir à des questions éventuellement. Merci. Est-ce que vous avez des questions? On a un petit peu de temps pour quelques questions. Oui. Bonjour. Est-ce que vous vous intéressez également à d'autres matières premières, comme le pétrole ou les métaux, qui causent aussi de la déforestation? Merci. Alors, il se trouve que de façon pas tout à fait fortuite,
on se rend compte effectivement que le problème du monitoring, il se pose pas uniquement pour des denrées agricoles, mais également pour le mining ou la production pétrolière. Et donc on est aussi en train de regarder ces sujets-là en récupérant des jeux de données. Et les choses sont parfois un petit peu plus structurées côté mining, notamment parce qu'il y a des registres des concessions minières qui permettent de mieux identifier a priori les zones de production. Ce qui est un petit peu particulier et la raison pour laquelle on s'est intéressé d'abord au café et au cacao, c'est le fait qu'on a des zones de production très petites en bout de chaîne et le fait que c'est des populations pauvres, donc avec une superposition des problèmes environnementaux et sociaux. Et ça nous intéresse particulièrement avec l'idée que si on résout le problème le plus difficile, d'un point de vue conceptuel, on va réussir par capillarité à modéliser d'autres problèmes, d'autres causes de déforestation. Donc oui, effectivement, on regarde ces sujets-là aussi. Bonjour, merci pour la présentation. Est-ce que vous avez constaté une accélération de la transformation de parcelles avant la date butoir de l'UIDR? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez regardé ou qui est complètement bypassé et on ne s'intéresse pas au sujet? C'est-à-dire, est-ce que depuis l'entrée en vigueur de la régulation, on observe des parcelles qui sont nouvellement... Avant la mise en place de l'UIDR, de la date butoir, est-ce que des parcelles ont été transformées pour dire on cultivait avant, mais en fait, c'était pas le cas, quoi? Alors, je fais une première réponse, je te laisse compléter si tu veux. On n'a pas fait de travaux spécifiques au sens où nous, on n'est pas acteurs du monitoring, enfin en tout cas pas pour le moment. Donc les jeux de données qu'on utilise, qui sont produits en open data, se basent souvent sur des images satellites ou aériennes. Ce qu'on sait, en revanche, c'est que une grande partie de la déforestation, malheureusement, a eu lieu avant la date butoir de 2020, donc en particulier en Afrique de l'Ouest, où, enfin en Côte d'Ivoire, 90% de la forêt a disparu, et plutôt dont la moitié sur les 20 ans en fait de 2000 à 2020 en gros. Enfin, c'est là qu'il y a eu vraiment de la déforestation très massive. Et le dernier aspect, c'est en revanche, c'est important de repérer les zones de production avant ou de la déforestation avant la date butoir, parce que ça permet de légitimer de la production, avec encore une fois des enjeux sociaux relativement significatifs, parce que les gens ils arrachent des arbres pas pour le plaisir, mais pour bouffer quoi. Et donc effectivement, derrière il y a quand même une vraie question de justice sociale, encore une fois, et c'est aussi pour ça qu'on s'intéresse à ces problèmes. Merci. Oui, c'était juste pour ajouter qu'effectivement, il y a des schémas qui existent où, alors effectivement, on n'a pas fait d'études sur le sujet, mais c'est relativement connu que dans certains pays, ça a été une pratique assez courante, sans forcément de créer d'exploitation, simplement de déforester le terrain pour dire qu'avant la date butoir, il n'y avait pas de couverture forestière et que donc le terrain est éligible à produire des denrées qui pourraient rentrer en Europe. Ça, il y a également un autre, par exemple, effet un peu pervers de l'EUDR, c'est que certains pays qui avaient des normes anti-déforestation, notamment avec des dates butoirs plus avancées, c'est-à-dire plus dans le passé, pour estimer leur taux de déforestation, on dit ah ben en fait l'Europe a fixé la date butoir à 2020, donc en fait on peut reculer notre date butoir et avoir encore moins de déforestation. Donc forcément il y a toujours des façons de contourner un peu ces législations et des effets pervers. Très bien, merci beaucoup. Alors, je pense qu'on peut encore les applaudir.